Alors pour ceux qui me connaissent pas, je vais peut-être me présenter d'abord. Je m'appelle donc Cathy Bigouin, je suis chargée d'études donc sur le cerf France-Garonne et Tarn depuis un certain nombre d'années. Je vais vous présenter les données Tarn-et-Garonne. Après on verra les productions végétales. Alors grande culture, céréaliers, secs, irrigants et maïs semences comme d'habitude. Donc si on regarde maintenant au niveau des grandes cultures, donc au niveau du blé, au niveau de la récolte mondiale, cette année, on est sur une récolte mondiale par rapport à la campagne précédente en baisse de 2,1%. Donc, dans le tableau, là, c'est les pays exportateurs. Donc, le premier pays au niveau exportateur en blé, c'est la Russie. Et puis après, vous avez l'Union européenne, l'Ukraine, mais qui décroche, mais on connaît le contexte. L'Australie, là, qui a nettement diminué, mais parce que c'est lié aux conditions climatiques, au niveau de certains pays, suivant les conditions climatiques qui peuvent être extrêmes, d'une année sur l'autre, on a quand même des variations en termes de ventes qui peuvent être très conséquentes. Après, on a les USA, le Canada, et c'est pareil, l'Argentine, une très grosse variation, elle, dans l'autre sens, forte cette année. Donc c'est vrai que si on regarde en termes de prix au niveau mondial, donc les deux premières courbes en haut, c'est donc tout est en dollars là, c'est la courbe des USA sur deux catégories de blé, et puis après en vert il y a l'Ukraine, en bleu c'est la Russie, et en rouge là c'est l'Europe et la France avec le blé rendu Rouen. On peut s'apercevoir qu'au niveau entre l'Europe et la Russie, on a des choses qui sont assez proches, en sachant que là, actuellement, pendant un certain temps, la Russie nous a quand même perturbé énormément au niveau des exports, des exportations, parce qu'elle était quand même très, en termes de concurrence, assez pugnace, je dirais. Et puis on a l'Ukraine qui est sur des prix plus bas, mais liés là aussi au contexte avec. Donc, mais n'empêche que dans tous les pays, on voit que par rapport à 2022, où on a été sur des cours extrêmement hauts qu'on avait très peu connus, où on était à plus de 550 $ la tonne, on est retombé sur des cours, nous pour la zone euro, à 247 €, et là on est un petit peu plus bas, et là c'est Rouen, c'est pas partie de l'exploitation, et on est en dollars. Donc pour dire que l'embellie en termes des prix, ça on est redescendu relativement vite. Alors c'est des cours qu'on a connus, même ils sont un peu plus hauts que ce qu'on a pu connaître à une période. Si on regarde en termes de rendement, donc au niveau de la France, on est sur une hausse de la récolte française de 4%, qui est quand même important, alors qui est liée à deux choses. Il y a eu plus de surface ensemencée en blé en 2023, et enfin en 2022 pour 2023, et un meilleur rendement, puisqu'on est à plus 3% de rendement en plus, et on est sur un rendement moyen de 7,4 tonnes. Alors quand on met la carte, c'est très net, on voit où sont les zones à rendement élevé, c'est tout le nord, je dirais, et puis nous, la zone sud-ouest, on est sur des rendements nettement en repli, je dirais. Donc sur le Tarn-et-Garonne, vous êtes entre 50 et 60 quintaux l'hectare. On verra pour cette année, mais voilà. Donc c'est vrai que au niveau régional, on a une récolte qui est nettement supérieure, mais parce que 2022 avait été une catastrophe en termes de rendement pour les céréales à paille sur notre zone. Après, on a un poids spécifique qui peut varier d'une façon importante d'une exploitation à l'autre, en fonction de la période où ils ont récolté aussi. Et donc là aussi, on va avoir des variations de prix entre exploitations
en plus suivant comment ils se sont positionnés avant ou après récolte, ou s'ils ont vendu à la récolte, en plus en fonction de la qualité de la céréale. Et en termes de cotation, là, on voit aussi qu'on est sur une cotation qui, alors là, en ocre, on avait la moyenne 2018-2022. On s'aperçoit qu'on s'approche de cette moyenne. On est un peu plus haut, mais quand même, on s'y approche par rapport à ce qu'on a pu connaître la campagne précédente. Au niveau du maïs, par contre, là, on est sur une récolte mondiale record. On est à plus 4,5% avec une récolte record aux USA, qui est le second producteur, je dirais exportateur, hein, parce que entre le Brésil et les USA, ça dépend un petit peu des années. La tendance, il faudra voir, je dirais, la deuxième récolte au Brésil, puisque au niveau du Brésil, ils font d'abord une récolte de soja et après, ils implantent du maïs. Et donc là, il faudra voir un peu comment sort cette récolte-là pour voir en termes de volume, comment on se situe. Mais toujours est-il qu'on s'attend à des stocks de report élevés. Donc, ce qui fait dire qu'on risque de ne pas avoir une hausse du prix du maïs, on risque d'être sur quelque chose de beaucoup plus lissé, sauf s'il y a un problème climatique ou s'il y a des tensions qui font que les choses peuvent bouger. Mais voilà, le contexte maïs, il est quand même sur des stocks importants. Donc ça atténue les évolutions de prix. Si on regarde en termes de pays producteurs, comme je vous disais, on a le Brésil, les États-Unis, l'Argentine qui a fortement progressé, mais là on l'a vu par rapport aux conditions climatiques, et l'Ukraine qui chute, là pour la raison autre. Voilà. Et on s'aperçoit que nous, au niveau européen, CE, on n'est pas à ce niveau-là encore. Donc il n'y a que la France qui exporte. Les autres pays exportent pas de maïs, quoi. Et en termes de rendement, donc là aussi, en récolte française, elle est supérieure de 7%, ce qui est quand même considérable, surtout qu'on a eu beaucoup moins de surface que l'année précédente, mais lié aux conditions climatiques, l'inquiétude de ne pas pouvoir irriguer, hein. Nous, on l'a vu ici, hein, il y a un certain nombre de gens qui ont moins implanté de maïs, mais on a eu un niveau de rendement nettement supérieur à l'année d'avant qui avait été mauvais. Et là, on serait au niveau de la région, on serait sur un rendement de 11 tonnes 7 contre 9,4 tonnes en 2022. Donc pour dire qu'on est quand même sur une progression de rendement importante. Par contre, en termes de prix, ben là aussi, on voit, on partait en juillet à 238, qui était déjà plus faible que ce qu'on a pu avoir à un moment donné, et on tombe autour de 200 € là, voire des fois un petit peu plus bas. Donc pour dire qu'en termes de prix, là aussi, il y a un resserrement, quoi. Au niveau des oléagineux, donc si on regarde en oléagineux, bon, la première culture et de loin c'est le soja, hein, au niveau mondial, parce que nous, chez nous, ça pèse réellement peu. Au niveau mondial, donc les prix fluctuent en fonction des prévisions climatiques au Brésil, hein, et la récolte française, globalement, est décevante cette année, aussi bien en volume qu'en qualité. Donc c'est vrai qu'un certain nombre de producteurs sont très déçus parce que les sojas étaient beaux en termes au niveau végétal, et après, au moment où il a fallu récolter, ça a été des rendements relativement faibles, quoi. Et sur le soja, on a des stocks mondiaux qui sont prévus à la hausse par rapport à 2022. Donc ça, je dirais, c'est peut-être plutôt intéressant pour nos éleveurs, puisque le tourteau de soja, du coup, a des chances d'être à un prix plus inférieur.
Au niveau du tournesol qui, pour le coup, lui, est important chez nous et en France, on a eu plus de surface et un rendement supérieur puisque le rendement moyen au niveau français est à 2,6 tonnes, ce qui est quand même, bon, contrairement à l'an dernier où c'était une catastrophe. Et par contre, en termes de prix, par contre, là, on a, après les hausses qu'on avait eues sur 2022-2023, là, on est vraiment sur une baisse assez nette et on revient sur la courbe de la moyenne 2018-2022, là, à ce niveau-là, quoi. Au niveau du colza, alors nous, on en a relativement peu. On est sur un rendement globalement inférieur à 2022, hormis nous, au niveau du Tarn-et-Garonne, je crois qu'on est à peu près similaire, mais au niveau français, on est sur des rendements inférieurs et également, pour notre zone, beaucoup moins de colza implantés puisque août 2022, il avait fait très chaud, donc ils n'avaient pas pu implanter, quoi, ou difficilement. Donc, oui, sur les oléagineux aussi, ce qu'il faut remarquer, c'est que ça dépend également comment est orientée la production. Elle sert pour les animaux, elle sert surtout pour les huiles, et après, il y a une partie qui part en biocarburant. Et donc, suivant la part de biocarburant qui est prise, ben, ça enlève, je dirais, une partie au niveau des huiles et autres. Si on regarde en rendement, donc au niveau du Tarn-et-Garonne, donc là, c'est des données qu'on prend à partir de la DRAF Occitanie qui sort des prévisions de rendement à partir de septembre jusqu'à novembre, là. Et donc, si on regarde sur le blé tendre, en 2022, on était à 46, on passe à 60 pour le Tarn-et-Garonne. En blé dur, donc il n'y en a pas énormément, mais on progresse d'une façon assez nette. En orge, 52. En maïs irrigué, de 90 à 115, en sachant qu'en maïs irrigué, on a des gens qui ont fait plus que ça. On est des fois sur des 12-13 tonnes en maïs irrigué. Mais là, c'est des moyennes. En colza, donc là, oui, donc c'est sur le Tarn qu'on a une progression du rendement en colza. Là, sur le Tarn-et-Garonne, on descend à 22, et par contre, le tournesol, de 18, il passe à 25. Là, c'est vraiment un bond important. Alors, 18, c'était très bas, on a les deux extrêmes, quoi, je dirais, en tournesol cette année, quoi. Et en maïs semence, donc on est sur un rendement, on a dépassé le rendement objectif, donc on le verra lorsqu'on verra les revenus en maïs semence. Cette année, ça a été une année très bonne au niveau du maïs semence, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Et également, on a eu moins d'eau consommée cette année par rapport à l'année d'avant, ce qui est assez net. Alors ça ne veut pas dire que la charge va diminuer d'autant, puisqu'on a quand même une augmentation des carburants et de l'énergie plutôt, de l'énergie qu'il a fallu pour irriguer du fait de la hausse des coûts. Donc du coup, en charge, on verra une baisse, mais pas aussi marquée que ce qu'on aurait pu escompter. Au niveau des prix, donc au niveau des prix, on est sur des prix en net repli, puis on peut remarquer souvent entre les mini et les maxi, d'habitude on mettait plus d'amplitude en termes de prix, mais cette année, je dirais, le contexte après récolte n'est pas très favorable, donc c'est là que ça lisse énormément, et les prix avant récolte, en janvier-février, là, étaient, si les agriculteurs s'étaient positionnés sur cette période-là, on était sur des prix intéressants, plus intéressants que ce qu'on a eu par la suite. Bon, il se trouve que l'année d'avant, ça avait été l'inverse, et donc du coup, un certain nombre ne se sont pas positionnés parce que ils avaient été échaudés, je dirais, l'année d'avant. Et donc c'est vrai que ça, pour le coup, c'est pénalisant en termes de prix moyen. Alors sur le blé tendre, on a pris 210.
améliorant de 140, blé dur 360. Et là, ça va dépendre sur les blés, la qualité, un poids spécifique et un taux de protéines, parce que là, les deux indicateurs sont importants. Orge 190, maïs 200, avec le mini à 190, on risque de descendre même un peu en dessous de ça. Il faudra voir. Le sorgho 180, tournesol 380, soja 420 et colza 400. Donc, si on regarde maintenant en termes des simulations sur les céréaliers en sec, si on regarde en termes de produits, alors dans les hypothèses, en faisant varier le prix mini, moyen, maxi, on est sur un produit stable sur l'hypothèse moyenne et entre moins 4 et plus 5, avec une baisse un petit peu au niveau des aides, puisque le complément vert, l'éco-régime est plus bas que ce qui avait été prévu, hein. Donc ça va avoir un impact sur le montant des aides. Des intrants, donc en progression de plus 12% et des charges fixes. En charge fixe plus 3%, ça veut dire que en termes de postes d'entretien et autres, on est sur quelque chose de contraint, hein, parce que sinon on peut être sur un niveau plus élevé en progression. Au total, ça nous fait plus 7% au niveau des charges. Avec ça, on serait sur un EBE. Alors, quand on regarde à l'hectare, en 2012, j'ai gardé ce repère de 2012 qui est l'année, je dirais, la meilleure année qu'on ait eue. On était à 520 € à l'hectare. Et on voit que 2021, qui était quand même une bonne année, on était à 405 en moyenne, hein, avec un groupe qui a 106 hectares. Dont 33 hectares en blé et 30 hectares en tournesol, hein. Donc avec deux cultures quand même qui prennent 60 hectares sur 106, ça commence à peser. Et sur 2023, on serait entre 192 et 300 € avec une moyenne à 240 à l'hectare. On revient sur les schémas où on disait qu'on est en dessous de 300 € l'hectare de BE. Et avec ça, il faut autofinancer les investissements, payer les annuités et les prélèvements privés. Donc ça veut dire que ça laisse peu de marge pour tout ça. Et quand on voit comment se sont envolés le prix des investissements, le prix du matériel, ça veut dire que vraiment on n'est pas sur quelque chose d'un renouvellement en gamme plus quoi, hein. Et si on regarde fin 2022, on est sur un tiers du groupe qui est en situation fragile. Alors ça, c'est à partir du score où on a les entreprises de bonne santé jusqu'à urgence. Et là, quand je mets situation fragile, c'est celles qui sont en alerte, en urgence et en danger, hein. C'est les 3 dernières catégories. Donc quand même, avant la campagne 2023 qui s'annonce moins bonne que 2022, on est sur un certain nombre d'entreprises avec des situations tendues, quoi. Donc ça veut dire qu'il faut avoir une vigilance particulière sur ces exploitations-là, dès à présent un petit peu. Si on regarde un céréalier en irriguant, donc là, ceux qui sont à plus de 10 hectares de maïs semence ne sont pas dans ce groupe-là, hein. Donc là, on est sur une baisse du produit de 8% en moyenne, et ça peut aller de -3 à -11, suivant les prix. Malgré les bons rendements en maïs, malgré les bons rendements en maïs, mais le produit marque le pas. Et en intrants, donc plus 12% en intrants, et en charge fixe un peu plus que pour les céréaliers en sec. Pardon, excusez-moi. Donc sur 2012, on était à presque 700 € de BE l'hectare. 2021, 576, donc qui était quand même bien orienté après toute une période où on était autour de 300, 350.
2022, 529, donc mieux, nettement mieux que les céréaliers insectes qui avaient marqué le pas en 2022. Et là, sur 2023, on serait entre 210 et 366 €, avec une moyenne à 276, ce qui est quand même pas très bon. Au vu, on va le voir derrière quand on verra les revenus disponibles, on est revenu à des niveaux de 2020 qui n'étaient pas une bonne année, quoi. Et là, par contre, fin 2022, on a 20% du groupe qui est en situation fragile, un petit peu moins que les céréaliers insectes. Merci. Si on regarde sur les céréaliers, donc maïs, semences, donc sur 2023, dans l'ensemble, on a eu des semis précoces. Et donc, la fécondation s'est faite avant la canicule et tout ça, donc dans de bonnes conditions. En plus, il a plu en juillet, juin et juillet, donc ça a nécessité quand même moins d'irrigation. Et en rendement objectif, on a dépassé les 100%, puisque sur le Tarn-et-Garonne, quand j'avais appelé le technicien maïs semences, tout n'était pas encore dépouillé, mais ils étaient autour de 110%. Donc ça veut dire qu'on est vraiment sur une bonne année en termes de résultats. Et il y a eu aussi des négociations avec les semenciers pour la revalorisation du prix en intégrant la hausse des coûts de production également. Ce qui fait que, en termes de produits bruts, alors 2022 avait été une année compliquée, puisque là, on était sur des rendements nettement inférieurs aux rendements objectifs, mais les caisses de péréquation plus les assurances aléas ont bien compensé malgré tout, pour une grande majorité. D'ailleurs, le produit brut maïs-semences sur 2022, alors stérile et fertile tout confondu, on est sur ce groupe-là à 4 380 € l'hectare, ce qui est quand même pas si mal que ça, vu le contexte culturel qu'on avait eu en 2022. Et donc, c'est des exploitations qui sont sur des surfaces plus conséquentes, 134 hectares, 37 hectares de maïs semences, donc ça commence à être quand même conséquent. Et dans la projection, j'ai mis une petite baisse de la surface en 2023, mais il faudra, sur 2024, on va avoir moins de surface par exploitation, puisque les semenciers, donc on est sur des stocks de maïs semences assez importants, et donc il y a une prévision quand même de réduire le volume de contrats. Donc ça peut aller de 20 à 30%. Il faudra que vous en parliez un peu avec les exploitants, parce que d'un semencier à l'autre et d'une exploitation à l'autre, on va avoir des écarts importants comme on avait eu il y a quelques années, où on avait eu des gens qui s'étaient retrouvés avec pas ou très peu de maïs semences du coup. Et donc là, sur l'hypothèse de prix, donc j'ai pris de 5 500 à 5 009 à l'hectare, avec une moyenne à 5 007. Donc on serait sur un niveau de produit brut hectare quand même nettement plus conséquent que ce qu'on a eu en 2022, et même par rapport aux moyennes qu'on a eues jusqu'à présent. Alors c'est vrai que les coûts de production, par contre, eux aussi, ils ont quand même nettement progressé, donc il faut aussi voir ça derrière. Si on regarde en termes d'EBE, donc sur 2012, on était à 850 € à l'hectare. 2021, on était au même niveau, même légèrement supérieur, à 866. Il y avait une baisse légère en 2022 à 720, avec le contexte climatique particulier. Et là, on se situerait entre 600 et 810, avec une moyenne à 700. Donc, du fait des bons résultats en maïs semences, ça
minore, je dirais, la diminution de l'EBE contrairement aux céréaliers en sec et irrigants, hein. Et on serait sur un EBE à peu près similaire à l'année d'avant, à 2022, voire supérieur suivant le produit brut qu'on va avoir, quoi. Donc, sur les maïs semences, quelque chose de bien orienté malgré tout. Si on regarde en termes de revenus disponibles, donc là, c'est le BE à l'exploitation, le BE moyen à l'exploitation, moins les annuités, et après le revenu disponible à l'UTH familial. On serait sur les céréaliers en sec à 14 800, 10 500 en irrigant et 38 000 en maïs semences. Alors, les céréaliers irrigants, je dirais, ce qui diminue nettement, puisqu'ils ont 10 000 € de BE de plus que les secs, mais ils ont 13 000 € d'annuité en plus et un peu plus d'UTH familial, ce qui fait que du coup, on se retrouve avec un revenu disponible. C'est le groupe qui a le revenu disponible le plus faible, je dirais, des trois. Donc on revient sur des niveaux de revenus disponibles contraints quand même, hein, pour les deux groupes. Donc ça veut dire également qu'en termes d'investissement, ben, il faut aussi gérer ça d'une façon plutôt économe et trouver des biais pour ne pas avoir des investissements qui explosent, quoi.